Voilà, on m'entend là? Et Oui, et on voit On la t'entend présentation. bien, Thierry. oui. Parfait. Donc voilà, je vais essayer de vous parler de cette adaptation génétique à la contrainte hydrique, qui est quand même un vaste sujet. Donc ce sera un aperçu, un survol. Et l'objectif, c'était plutôt d'alimenter un peu la réflexion qui pourra suivre dans la suite de ce séminaire. Alors, il faut que je trouve comment je passe mes diapos. Est-ce que ça fonctionne? Pas forcément. On a une diapo, mais on n'a pas de défilement pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce qui fonctionne pas? J'avoue que je ne l'ai pas encore trouvé. Voilà. Alors donc, quand on parle d'adaptation de la vigne à la contrainte ibérique, moi je me suis posé la question d'abord, est-ce que c'est une question pertinente? Quand on regarde un petit peu les vignes sauvages, qui sont surtout recensées dans des biotopes plutôt épargnés par la contrainte, on peut se poser la question. Bon, après, si on regarde plus large, évidemment, on va trouver des espèces et avec la domestication aussi des variétés qui ont quand même des bonnes propriétés dans des milieux beaucoup plus arides. Et en fait, si on essaie de se mettre d'accord sur les termes, l'adaptation, on peut aussi la regarder sur deux grandes échelles de temps. Donc ça, c'est une analyse qui avait été proposée par Nathalie Ola, que j'aime bien, et qui permet en fait de séparer un petit peu les pas de temps longs qui ont conduit à l'évolution des combinaisons des traits, donc à travers l'évolution et la domestication. Et puis les pas de temps plus courts, où on a aussi des processus pour une combinaison de traits donnés, donc un génotype donné, une variété, une espèce. On a un résultat de cette évolution, de cette domestication, qui aussi évolue au cours du temps, mais sur des échelles de temps plus courtes, qui sont l'échelle de temps de la vie de l'individu. Donc, il y a des traits qui sont plus constitutifs, d'une part, donc qui ne bougent pas beaucoup au cours de la vie de l'individu, puis des traits plus plastiques qui bougent pas mal en fonction du climat et notamment des contraintes hydriques que la plante peut subir. Donc, ça permet de classifier un petit peu tous ces traits-là, et je parlerai à la fois des traits constitutifs et des traits plus plastiques. Parfois, c'est un peu les mêmes. On peut prendre l'exemple des stomates, hein, où la densité stomatique, il y a une espèce de base stable qu'on va retrouver dans pas mal d'environnements. Donc, une densité de petits trous là, sur les feuilles qui permet l'échange d'eau et de dioxyde de carbone pour la photosynthèse. Donc, ça donne une espèce de potentiel et puis des variations de cette densité qui bougent en fonction des conditions environnementales. Donc, il y a des processus de développement plus lents, donc qui vont être appropriés pour des typologies de climat particulières. Mais si on s'intéresse maintenant à des climats qui varient beaucoup plus vite, donc des fluctuations plus rapides, là, c'est plutôt une plasticité plus rapide qui est plutôt liée à la fonction de ces stomates, donc ils s'ouvrent, ils se ferment plus ou moins vite et ils permettent d'économiser plus ou moins d'eau. La question, c'est de savoir c'est quoi l'ensemble de ces traits et l'ensemble de leur plasticité qui sont héritables et qui sont favorables sous contrainte hydrique. C'est comme ça que j'ai reformulé un petit peu la question. Et je propose d'aborder en 3 points. D'abord, essayer de dresser une espèce d'inventaire de ces traits et de ces plasticités qui seraient favorables au comportement de la plante sous contrainte hydrique. Mais il va falloir se poser la question de quel point de vue. Et puis, il faudra aussi se poser la question de savoir de quelle contrainte hydrique on parle et puis de quel matériel génétique on dispose pour aborder ces caractères héritables, ces traits héritables. Donc, pour la première question, le recensement des traits et leur plasticité qui serait favorable, j'ai repris finalement cette typologie qui est assez pratique et qui me paraît convenir assez bien pour un recensement un peu organisé de ces traits, c'est-à-dire une typologie organisée en 3 stratégies de réponse, la tolérance, l'échappement ou l'évitement de la contrainte hydrique. Si je commence par le premier, la tolérance, qui est en fait les réponses des plantes qui caractérisent tous les traits qui répondent à un état hydrique de la plante affecté par la contrainte hydrique, et on verra que ce n'est pas toujours le cas. Donc là, la contrainte hydrique, elle est là. La plante subit cette contrainte hydrique et son état hydrique est affecté. Et la question majeure à ce moment-là, c'est est-ce qu'on peut trouver, quels sont les traits qui nous intéressent et comment ils peuvent se maintenir une fois que cet état hydrique de la plante est affecté. Donc, ce sera tous les traits liés à la croissance, à la photosynthèse, à la croissance, aux composantes du rendement,
Donc, ce qui va nous intéresser, c'est essayer de maintenir de manière assez élevée cette photosynthèse, cette croissance, et puis la quantité de la production, et puis sa qualité aussi. J'en parlerai pas trop de ces derniers points, puisque je pense que Charles en parlera juste après. Donc voilà, un petit exemple. Il y a vraiment beaucoup d'études qui ont été réalisées sur cette partie-là. Et là, vous avez un petit exemple des réponses à 2 conditions hydriques. En bleu, en haut, une condition hydrique plutôt favorable, et en orange, on arrête d'irriguer, il n'y a plus d'eau. Donc, l'eau dans le sol s'épuise, et quand la plante est bien irriguée, ça va, la photosynthèse est maintenue, alors que quand elle est soumise à ce scénario de contrainte hydrique, la photosynthèse finit par s'effondrer. Et du coup, la croissance, qui est régulière et en conditions hydriques, eh bien, elle plafonne. La longueur des rameaux ici s'arrête à un certain niveau en fonction de la contrainte hydrique et de son évolution. Si on regarde plus dans le détail comment ces processus s'enchaînent, alors, il y a pas mal d'études qui essayent de décortiquer cette cascade d'événements, mais c'est très difficile. On a un nombre incalculable de gènes qui s'allument en réponse à la contrainte hydrique, de protéines qui sont significativement, enfin différentiellement affectées par la condition bien irriguée ou desséchée, et puis des processus derrière ces protéines qui sont vraiment très nombreux. Finalement, à l'heure actuelle, je pense qu'on manque de connaissances sur les liens et les processus majeurs, surtout leur hiérarchie, qui conduisent à cette réponse intégrée qui nous intéresse, comment la plante pousse et comment elle produit. Et les composantes du rendement rajoutent une autre difficulté, c'est que, bon, suivant les... Alors, elle s'élabore non seulement sur un cycle de production, et vous le savez, elle s'élabore sur 2 cycles de production. Dans les bourgeons qui sont formés au cours de la première année, il y a déjà des éléments qui vont conditionner la fertilité de l'année suivante. Donc, ça pose une autre question qui est d'identifier les phases sensibles au cours desquelles se mettent en place les différentes composantes du rendement. Et là, j'aime bien cette petite analyse qui a été publiée par Levin et Al dans IVES, qui montre que suivant que la période de contrainte hydrique a lieu plutôt tôt, entre le débourrement et la floraison ou la noison, ou un peu plus tard entre la noison et la véraison, ou encore plus tard entre la véraison et la vendange, eh bien, on peut affecter soit la taille des grappes, donc le nombre de baies en fait qu'il y a par grappe, soit la taille des baies, donc le nombre, la dimension individuelle des fruits au sein de ces grappes. Et puis si on s'intéresse à l'année suivante, eh bien, on peut aussi affecter la fertilité, le nombre d'inflorescences qui seront produites l'année d'après. Donc tout ça complique un petit peu l'analyse, parce qu'il va falloir en plus inventer des scénarios hydriques qui permettent d'évaluer cette sensibilité au cours des différentes phases de développement de la plante, pour arriver à ce qui nous intéresse in fine, c'est le rendement. Donc, il y a plusieurs analyses qui ont été conduites. On peut à la fois donc cibler des scénarios très précis, ou au contraire explorer des scénarios un petit peu de manière plus statistique. Je fais référence là au travail de Nicolas Guilpart qui avait permis d'identifier justement ces phases sensibles. La deuxième grande stratégie, c'est l'échappement. Alors, l'échappement, qu'est-ce que c'est? Là, il s'agit de placer la récolte avant de subir le déficit hydrique. Alors, c'est beaucoup une question de phénologie, hein, Eric vient d'en parler. Il s'agit d'éviter, comme là, sur cette séquence d'événements où la récolte a lieu plutôt tardivement, d'éviter le moment où le stock d'eau s'épuise trop et on atteint la zone rouge, qui est pénalisante pour la mise en place des composantes du rendement. Donc, on peut se dire à ce moment-là, raccourcissons le cycle, au contraire de ce que vient de dire Eric, et puis évitons la zone rouge. Récoltons plutôt, prenons des cépages, des variétés précoces. Le problème, c'est qu'on va avoir cette maturation qui va avoir lieu pendant une période chaude et avec beaucoup de rayonnement, donc des effets qui peuvent être pénalisants sur un autre point de vue que la contrainte hydrique. Alors, on peut aussi essayer d'économiser l'eau pour ralentir l'épuisement. Là, c'est ce que j'ai mis avec cette courbe verte. Si on arrive à ralentir l'épuisement de l'eau dans le sol, eh bien, on aura aussi gagné. On pourra récolter à un moment où on est encore dans la zone bleue, pas dans la zone rouge.
Donc ça, c'est possible. On peut le faire avec des cépages qui sont moins vigoureux ou des porte-greffes qui confèrent une vigueur plus limitée. Mais là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on aura stocké assez de carbone avec un cépage peu vigoureux? Et du coup, sa pérennité, est-ce qu'elle sera suffisante? Et puis, la production assurée par ce cépage peu vigoureux, elle va être limitante, ce qui peut être gênant dans certains cas, comme le vin rosé dont vous a parlé Gilles au début. Alors, il y a aussi d'autres façons de le faire à ce moment-là, c'est de fermer les stomates par lesquels s'échappe l'eau. Mais même question, on va avoir un problème de stockage de carbone, parce que si on ferme les stomates, on bloque la photosynthèse. Et en plus, on va échauffer les feuilles, parce qu'elles ne se refroidissent plus grâce à la transpiration, qui a un effet refroidissant bien connu. Donc, ce n'est pas facile de trouver le bon compromis dans toutes ces choses-là. Nous, on a essayé même de s'intéresser aux économies d'eau qui pouvaient avoir lieu la nuit, et donc du coup, qui pénalisait pas la plante du point de vue de la photosynthèse. Donc, on a trouvé que c'était intéressant. On pouvait faire quelques économies, mais les collègues à Bordeaux ont montré que ces économies étaient quand même un peu faibles pour espérer avoir des gains substantiels. Au final, on a plein d'idéotypes, enfin de combinaisons de traits qui seraient intéressantes à tester plus que chaque trait individuellement. Et ça devient un petit peu compliqué. La dernière stratégie que je vais évoquer, je passerai la parole à Elisa qui en parlera aussi un peu, c'est d'éviter le déficit hydrique. C'est-à-dire, le déficit hydrique, il est là, mais on fait en sorte que la plante ne le ressente pas. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas un état hydrique interne qui soit affecté par ce déficit hydrique, cette contrainte hydrique qui lui est imposée à l'extérieur. Alors, ce n'est pas facile parce que la plante, elle est à la fois menacée par le déficit hydrique dans l'air et puis dans le sol. Et la question, c'est comment redresser cet état hydrique vers des niveaux plus favorables. Alors, il y a plein de mécanismes qui ont été identifiés. Alors, on pensait que les mécanismes de l'isohydrie, anisohydrie étaient intéressants pour ça. Mais finalement, la question, c'est de savoir s'ils sont vraiment bien héritables. C'est assez discuté actuellement. La cavitation qui concerne donc l'apparition de bulles de gaz dans les vaisseaux conducteurs en cas de contrainte hydrique, qui est très étudiée chez les arbres, elle semble être hors jeu chez la vigne, ça ne concernerait que les déficits très sévères. Mais il y a quand même des mécanismes qui sont encore peu explorés. La chute des feuilles, par exemple, qui est une réponse adaptative qu'on pourrait davantage explorer pour créer des idéotypes intéressants. Et là, je laisse la parole à Elisa qui va nous parler de ce qui se fait sur les porte-greffes. Alors, du coup, pour prendre le relais un peu de ce qu'a présenté Thierry sur le greffon. Donc là, maintenant, la question, ça va être de se dire comment le porte-greffe peut apporter des réponses. Alors, Thierry, je te laisse faire l'avancement. Voilà. Donc, du coup, comment ce porte-greffe peut réguler les réponses au niveau du déficit hydrique? Donc, on a bien une interface du porte-greffe avec un environnement au niveau du sol. Après, on a un greffon qui interagit avec la partie, l'environnement atmosphérique. Thierry, je te laisse avancer. Et puis, évidemment, on a un dialogue entre ce greffon et puis ce porte-greffe. Alors, la première catégorie de traits sur lequel on peut jouer, c'est l'action sur l'offre en eau par l'architecture racinaire, la densité racinaire ou la capacité d'extraction de l'eau. Alors, sur la diapositive suivante, on a finalement des travaux qui ont été conduits donc au sein de l'UMR-GFV par Anthony Pécou, où ici, sur ces photos, vous avez le porte-greffe RGM qui est notre modèle de porte-greffe sensible à la sécheresse et le 110R qui est le porte-greffe du modèle tolérant. Et on voit que dans des conditions de déficit hydrique modéré, c'est les photos du bas, là, C et D, on voit que par rapport à la condition témoin qui est au-dessus, on a des vaisseaux qui sont plus petits chez 110R. Alors, sur la diapositive suivante, on a également pu montrer à partir de travaux de génétique quantitative, donc sur cette diapositive, chaque bâton est un chromosome, et on a pu montrer que sur un chromosome, on avait une région identifiée et qui contrôlait la variabilité de la capacité d'extraction de l'eau. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie sur laquelle peut jouer un porte-greffe, c'est le transfert de l'eau. En gros, l'hypothèse, c'est une histoire de tuyauterie.
Donc, un nombre et diamètre de vaisseau, conductivité hydraulique. Donc, ça va faire référence à tout ce que vous a présenté Thierry Simoneau précédemment. Mais là, est-ce qu'on se place au niveau racinaire, au niveau du point de greffe ou au niveau du greffon avec les travaux que vous a présenté Thierry? Donc, ce qui a été montré à partir de la diapositive suivante, toujours en s'appuyant sur les travaux d'Anthony Pécou, c'est que finalement, sur notre modèle sensible de RGM, on a une conductivité hydraulique un peu théorique. Elle n'est pas au niveau fonctionnel, elle est calculée à partir du diamètre des vaisseaux. On a une conductivité qui est plus importante que chez 110R, quelle que soit l'intensité du déficit hydrique. Donc, ça amène à la question de se dire si c'est un caractère constitutif et finalement pas si soumis que ça à l'intensité du déficit hydrique. Alors, sur la diapositive suivante, on va pouvoir aborder la dernière catégorie de traits. C'est finalement de se dire, est-ce que le porte-greffe peut agir sur la demande en eau via la vigueur conférée? Est-ce que j'ai beaucoup de surface foliaire ou pas? Comment j'arrive à réguler les échanges gazeux du greffon? Donc là, on a pu montrer que finalement, on a une très grande connaissance empirique de qu'est-ce qui est un porte-greffe tolérant ou sensible. Les vignerons savent exactement choisir ses porte-greffes en fonction de ce critère. Il y a une seule classification exhaustive qui est basée sur un critère quantitatif, c'est celle qu'avait construite Alain Carbonneau en 85. Les travaux au laboratoire ont pu permettre d'identifier des régions génétiques en charge du contrôle de différents critères. Ces expérimentations conduites en pot ont pu montrer que on avait sur une autre région génétique quelque chose qui était impliqué dans la plasticité de cette réponse. Donc ça rejoint de se dire, est-ce qu'on travaille sur un caractère en absolu ou est-ce qu'on travaille sur l'évolution de ce caractère en fonction du scénario? Et puis, on a également pu montrer, comme autre idée sur la diapositive suivante, que les catégories de porte-greffes qu'on identifie en serre se retrouvaient également au champ. Alors, ça paraît être une situation qui est finalement pas si obscure que ça. Alors, il y a des mais, évidemment, parce que sinon, c'est trop facile. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on n'a toujours pas de caractère quantitatif identifié comme marqueur, un peu pour identifier la tolérance et caractériser cette tolérance à la sécheresse à un stade précoce. Alors, si je développe les différents mais pour suivre un peu la structure qu'avait évoquée Thierry. Donc, sur ce graphique, vous avez en abscisse la capacité d'extraction de l'eau qui paraissait intéressante avec mes propos précédemment. Mais ce n'est pas facile à caractériser. Il faut des plateformes, il faut mesurer la transpiration. Donc, on s'était dit, est-ce qu'on peut trouver un proxy via la biomasse racinaire en se disant plus il y a de racines et plus ça absorbe? Bon, on voit ici que pour une même capacité d'extraction de l'eau, on a toute une gamme de variabilité de biomasse racinaire. Donc là, on fait un peu chou blanc. Alors, le deuxième mais que je voulais évoquer, c'est toujours dans la recherche de caractères marqueurs. On a un autre caractère, le delta C13, qui nous intéresse parce que c'est assez fiable, c'est robuste, c'est assez facile à mesurer. Mais quand on prend un large panel de porte-greffes que vous avez sur l'axe des X de ce graphique, greffé sur Cabernet Sauvignon, et qu'on recherche qui a la réputation d'être tolérant à la sécheresse en vert et qui a la réputation d'être sensible en jaune, on voit bien qu'on n'a pas les verts d'un côté et les jaunes de l'autre. Alors après, je finirai avec un troisième mais où finalement on se dit, bon, il n'y a peut-être pas un seul trait marqueur, c'est la combinaison des caractères qu'évoquait Thierry à la fin de son propos. Alors quand on mélange un peu tout ce qu'on sait mesurer sur nos dispositifs et qu'on fait une analyse en composantes principales, on voit que nos 3 porte-greffes réputés comme tolérants qui ont été grossis ici, 1103 de Paulsen, 110R et 140, ils sont 3, mais ils sont un peu dans 3 coins différents du graphique. Donc, on espère juste qu'on n'a pas 55 stratégies de tolérance à la sécheresse. Alors, pour avancer dans la présentation, donc, sur les travaux en cours sur ce sujet-là, on continue de disséquer les mécanismes élémentaires, toujours à la recherche d'un marqueur un peu trait, des comportements différenciés. Ensuite, on poursuit la caractérisation de l'architecture génétique des réponses au déficit hydrique avec d'autres fonds génétiques, d'autres populations explorées. Et ensuite, on cherche à toujours mieux comprendre les interactions porte-greffe-greffon. Eric en a parlé un petit peu avec la phénologie. On a la même difficulté sur les réponses à la sécheresse. Le greffon et ses interactions jouent un rôle important. Et je vais rendre la parole, si je ne me trompe pas, à Thierry à ce niveau-là. Oui, pour terminer sur quelques questions en fait.
quelles contraintes hydriques il faut appliquer pour essayer d'explorer et mettre en évidence ces traits, leur plasticité, et quels sont les caractères irritables et quel matériel génétique on peut explorer pour y répondre. Donc, très rapidement, la contrainte hydrique, ça va être quelque chose d'assez compliqué parce que si on essaye de comparer une condition irriguée comme ça, au cours du temps, avec une condition stressée, en termes de croissance, pour simplifier par exemple, si on va voir toutes les caractéristiques représentatives d'un génotype, il va falloir caractériser tous ces coefficients-là que j'ai représentés par les petits cônes et leur variabilité, hein, c'est l'angle du cône. Alors, en conditions bien irriguées, en conditions de contrainte hydrique, comment ça se bloque, mais aussi comment ça peut s'acclimater, récupérer, au bout de combien de temps, et puis éventuellement, quand on revient après une contrainte hydrique, pour simuler le cas d'une pluie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on récupère complètement ou pas complètement, et au bout de combien de temps? Et ça sur 2 ans, parce qu'il y a des effets, des arrière-effets de la contrainte hydrique l'année passée, et des effets cumulés qui compliquent encore le système. Et puis, alors, comment faire pour réaliser toutes ces analyses-là? On peut le faire en conditions contrôlées sur des plateformes. On en a à Bordeaux, à Montpellier. Alors, on peut stabiliser du coup les niveaux hydriques de contraintes hydriques, l'eau dans le sol, dans ces plateformes. Ça, c'est pratique dans ces dispositifs-là qui sont automatisés. Et ça nous permet d'étudier des réponses qui prennent beaucoup de temps à se mettre en place. On peut aussi varier la période à laquelle on applique la contrainte hydrique pour étudier la question des phases sensibles dont j'ai parlé. Au champ, c'est une autre histoire. Là. Il va plutôt falloir penser à des scénarios plus réalistes et donc une contrainte hydrique progressive où on va essayer d'attraper des réponses au cours du temps quand l'eau est bien fournie, un peu moins fournie et puis plus limitée en fin de cycle. Mais c'est problématique pour certains traits qui, de toute façon, n'apparaissent qu'en fin de cycle. Donc, ce qu'ont fait les collègues sur d'autres espèces, comme le blé, ici, ils ont essayé de faire une typologie des climats, donc des scénarios de baisse de teneur en eau dans le sol, pour essayer d'avoir une caractérisation dans un certain nombre de situations types des réponses. Je pense qu'on pourrait faire la même chose sur la vigne, en faisant une typologie peut-être qui serait croisée avec les scénarios thermiques, on l'a vu dans l'exposé précédent, c'est important à prendre en compte, puis peut-être radiatif, pour savoir quand même ce qui se passe en termes de photosynthèse, qui est la ressource qui va donner la ressource principale au fonctionnement de la plante. Et puis, pour cela, on peut peut-être anticiper le changement climatique en s'appuyant sur des réseaux internationaux où le climat est un petit peu en avance sur le nôtre et des dispositifs longue durée. Et enfin, pour terminer, les caractères héritables et le matériel génétique dont on disposerait pour faire ces études-là, alors il y en a pas mal sur les greffons, sur les porte-greffes, sur les combinaisons porte-greffes-greffons, qui sont plus ou moins riches en termes d'informations génétiques. Certains sont génotypés avec des cartes génétiques disponibles, d'autres pas. C'est juste quelques collections. Ce que je proposerais bien, pour finir sur une dernière diapositive, c'est faire un panel d'idéotypes à partir des connaissances physiologiques actuelles de réponse à la contrainte hydrique, des tardives, des précoces, avec des stomates qui répondent plus ou moins, des racines avec des propriétés plus ou moins contrastées. Mais ça fait quand même pas mal de combinaisons à explorer. Donc, il faudrait réfléchir collectivement aux combinaisons qui vous intéresseraient, en renforçant sûrement les dispositifs sur ces combinaisons porte-greffe-greffon, parce qu'on ne comprend pas très bien leur interaction, et en réfléchissant aux itinéraires techniques aussi de demain. Ça serait peut-être peine perdue de travailler sur les itinéraires techniques d'aujourd'hui. On pourrait penser à des dispositifs qui rafraîchissent davantage la plante, des choses comme ça. Mais enfin, il faudrait accélérer le phénotypage. Je crois qu'on serait tous d'accord là-dessus au champ. Donc, développer des méthodes qui permettent d'aller plus vite et d'aller sur plusieurs traits à la fois, parce qu'on a vu que viser une cible, ça ne sera pas suffisant. Il faut éclaircir les liens entre les différents traits, les différentes réponses, les différentes contraintes qui sont appliquées aux plantes et préparer la question du pyramidage donc, avec plusieurs objectifs. Voilà, je vous remercie.